Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale conflit russo-ukrainien. Ce vendredi 4 mars marque le 9e jour depuis le lancement de l'opération militaire russe en Ukraine. Cette semaine écoulée a vu de nombreux rebondissements, dont 2 rounds de négociations entre la Russie et l'Ukraine. D'ailleurs, hier, la 2e session de pourparlers a abouti à un accord sur le principe de couloirs humanitaires. Un point qu'on va développer ensemble dans un instant. On mettra également la lumière sur l'OTAN qui perd lentement en pouvoir. Serait-ce une organisation en déclin? Nous ferons le point également sur la crise du blé qui impacte directement l'Afrique du Nord, une région qui compte d'importants importateurs de cette denrée. C'est tout de suite dans cette édition spéciale. Et pour en parler ce soir sur Skype, nous avons 2 invités. Il s'agit de François-Bernard Hugues, expert en questions internationales. Bonsoir, monsieur. Je vous entends, tout va bien. Excellent. Et nous avons également monsieur Gamal Abina, journaliste indépendant et analyste géopolitique qui nous rejoint dans un petit instant. On entame donc cette émission avec ces négociations, ces 2 premiers rounds donc, de négociations entre la Russie et l'Ukraine qui se sont tenus cette semaine. Le premier, lundi 28 février, qui n'avait pas abouti. Les négociateurs des 2 parties s'étaient retirés pour consultation dans leurs capitales respectives. Le second round a eu lieu hier, jeudi 3 mars. Donc, il en ressort uniquement que les 2 parties se sont accordées sur des couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils des zones de combat. Des pourparlers qui se sont tenus à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Le dernier en date s'est tenu dans la région biélorusse de Brest. Très rapidement, monsieur François-Bernard Hugues, pourquoi le choix de la Biélorussie pour les négociations? Так само, як зараз, я прошу закрити. Monsieur François-Bernard Hugues. Oui, je vous entends. Vous voulez que je parle pendant que M. Zelensky parle ou comme vous voulez? Petit léger problème technique, donc je répète ma question. Pourquoi le choix de la Biélorussie pour les négociations très rapidement pour rappel? Eh bien, parce que la Biélorussie est une alliée de la Russie, parce qu'une partie des troupes russes par l'offensive du Nord, il y en a une autre par l'Ouest, une autre par le Sud, sont passées par la Biélorussie, parce qu'il est même question qu'il y ait des dépôts d'armes nucléaires russes en Biélorussie. Donc, ce pays est l'intermédiaire idéal et proche géographiquement, pour des raisons évidentes, pour entamer ces négociations sans que cela se fasse ou sur le sol ukrainien ou sur le sol russe. Et avant ce 2e round de pourparlers, le conseiller de la présidence ukrainienne avait publié, rappelons-le, les points clés à l'agenda de cette rencontre sur son compte Twitter, à savoir un cessez-le-feu immédiat, un armistice et des couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils des villes et villages détruits ou constamment bombardés. C'est ce que son tweet a stipulé. Il est clair que ces négociations n'ont pas permis à déboucher sur un cessez-le-feu. Des pourparlers qui apparemment, en dehors du volet humanitaire, n'arrivent pas à trouver un consensus politique. Pourquoi, d'après vous? Alors, je pense qu'on trouvera un accord pour un couloir humanitaire qui est un petit peu, si j'ose dire, le minimum si on veut annoncer qu'on a l'intention de poursuivre sérieusement les négociations. C'est une très bonne chose. Il me semble que nous en sommes à un stade où l'offensive russe est en train de se développer, mais où les gains stratégiques ne sont pas encore assez évidents pour que s'établisse le rapport de force et pour que les 2 parties puissent négocier. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire qu'il y a une attaque éclair de la Russie qui vient de 3 côtés, qui s'est arrêtée au faubourg de Kiev, qui s'est arrêtée au faubourg de la plupart des grandes villes, et l'offensive venue par la Biélorussie, par la Crimée et par les régions soulevées du Donbass n'a pas encore fait
sa jonction. Donc, je pense que la situation sera clarifiée du côté russe au moment où cette jonction sera faite et où le sort des grandes villes sera décidé. Donc, on est encore dans une période d'indécision où il n'y a pas eu la clarification militaire qui permettra à chacun de mesurer ses forces. Et du côté ukrainien, on est en train, d'une certaine façon, peut-être aussi, de jouer la montre avec un président Zelensky qui est un extraordinaire communicant et qui s'adresse tout le temps directement à l'opinion occidentale, je dis bien occidentale, pour faire monter la pression sur les sanctions et les interventions. Et vous le disiez en début de réponse, donc les négociations qui se poursuivront, troisième round prévu la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut, le troisième round justement de ces négociations est prévu la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut espérer la signature d'un cessez-le-feu ? Je pense que cela s'établira en fonction du rapport de force qui se sera établi. Si Kiev est tombé, par exemple, la situation dépendra de ça. Est-ce que les partis du côté russe auront un intérêt à accepter le cessez-le-feu à ce moment-là? Est-ce que leurs gains seront suffisants pour qu'ils négocient en position de force vis-à-vis de l'Ukraine? Mais il n'y a pas que l'Ukraine, il y a derrière leurs partenaires européens et dans une moindre mesure l'OTAN. Oui, c'est possible. Pour le moment, nous en sommes à 8 jours de guerre. La situation est encore indécise. Ça n'a pas été une opération éclair arrêtant Zelensky en 48 heures ou décapitant le pouvoir ukrainien, mais ça n'est pas non plus, comme on le voit souvent dire, un enlisement de l'armée russe qui perdrait son moral, n'aurait pas assez d'essence et se heurterait à une résistance inattendue. Il me semble que nous sommes dans l'entre-deux, dans l'indécis en ce moment. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a dit hier, jeudi, vouloir négocier directement avec son homologue russe Vladimir Poutine. Je cite, « le seul moyen d'arrêter la guerre entre Kiev et Moscou ». Fin de citation. Mais entre-temps, il demande aussi la fermeture de l'espace aérien à l'Union européenne, qu'il a refusé d'ailleurs. On regarde d'ailleurs ce petit extrait, on revient tout de suite. Так само, як зараз я прошу закрити небо. І якщо немає у вас сил, Maintenant, je vous demande de fermer le ciel. Et si vous n'avez pas la force de fermer le ciel, alors donnez-moi des avions. Le monde entier devrait savoir que c'est trop tard pour cette approche. Et la question n'est pas de savoir si quelqu'un traite l'Ukraine bien ou mal. Je suis sûr que la plupart des gens, des nations et des dirigeants la traitent bien. Personne ne s'attendait à ce que le monde d'aujourd'hui, l'homme, puisse se comporter ainsi. Monsieur Gamal Abina, vous venez de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Nous le disions à l'instant, donc le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui avait dit hier vouloir négocier directement avec son homologue russe, mais dans le même temps qui demande aussi la fermeture de l'espace aérien. Je le rappelle, l'Union européenne l'a refusé, l'OTAN qui a répondu il y a quelques minutes et qui refuse également. Comment expliquer ce paradoxe ? C'est pas un paradoxe. Le problème, c'est que c'est pas un homme politique auquel nous sommes confrontés. C'est un homme qui était un comique, qui a fait du cinéma, et d'ailleurs dans son cinéma, ce qui est très ironique, c'est que finalement il jouait le rôle du futur président qu'il est devenu aujourd'hui, et c'est un homme qui n'a pas un rapport à son environnement qui est très clair. C'est-à-dire que sur un plan géopolitique et géostratégique, il ne comprend pas que l'Europe, qu'il a lâchée depuis une semaine maintenant, ne bougera pas, que l'OTAN encore moins, parce que le risque est trop important de conflagration nucléaire, et surtout lorsqu'on joue la carte de souffler le chaud et le froid, en l'occurrence on dit aux Russes, je suis prêt à négocier, mais la négociation ne va pas bien loin. Et en même temps, on demande aux Européens des zones d'exclusion aérienne qui rappellent étrangement ce qu'il espérait être, comme en Libye, une zone d'exclusion aérienne qui permettait d'en finir avec l'offensive russe sur le ciel ukrainien. Il faut savoir quand même que les Russes, lorsqu'ils ont frappé, ils ont fait une sorte de blitzkrieg.
j'utilise le terme à dessein évidemment, la fameuse guerre éclair des nazis. Ils ont frappé les avions au sol. Il y a eu très peu de batailles aériennes et qu'aujourd'hui, l'espace aérien ukrainien appartient à la Russie. Donc il dit d'un côté aidez-moi, et il le fait à corps et à cri en utilisant toutes les méthodes possibles et imaginables, en espérant garder encore cette image de président séduisant, jeune, dynamique et pro-occidental, et de l'autre côté de montrer aux Russes nous ne baisserons pas la tête, mais tout de même nous sommes prêts à négocier parce qu'il se rend bien compte que le rapport de force au sol est largement en sa défaveur. Il voit très bien que la puissance russe reconstituée, l'ex-puissance soviétique, n'a pas l'intention de reculer, que Poutine ira jusqu'au bout de sa démarche et qu'il sera in fine le dindon de la farce puisque les Européens, les Américains et leur bras armé, l'OTAN, n'avaient pas l'intention de le soutenir. Ils l'ont entraîné dans un bourbier, et c'est lui qui est dans le bourbier, non pas les Russes, et ils n'ont jamais eu et aucunement l'intention de faire quoi que ce soit le concernant. La seule surprise dans l'histoire, c'est que effectivement les États-Unis avaient mis en garde d'une invasion des Russes, mais en vérité, ils ne s'attendaient eux non plus pas à une telle invasion, à une telle frappe. Ils pensaient que les Russes n'interviendraient que dans le Donbass, et finalement, c'est toute l'Ukraine qui a été concernée. L'OTAN qui ne l'a pas soutenu, vous l'avez bien souligné. D'ailleurs, on écoute la réponse de Jens Stoltenberg. On reviendra donc sur la réponse de Jens Stoltenberg dans un instant. L'OTAN donc qui refuse la demande de Zelensky. Monsieur François-Bernard Hugues, est-ce que c'était prévisible et d'après vous, comment est-ce que Zelensky réagira après ce refus? Alors, la réponse, le discours du secrétaire général de l'OTAN, M. Stoltenberg, est très important, puisqu'il dit en fait que l'OTAN ne combattra ni sur terre ni dans l'air, c'est-à-dire qu'il ne participera pas à un blocage des forces aériennes russes qui, comme l'a dit notre interlocuteur, ont gagné la maîtrise du ciel. Alors ce ne sont pas les Européens qui vont le faire, parce que les Européens ont tracé une stratégie qui est de faire des sanctions symboliques contre la Russie, bien entendu de prendre des sanctions économiques importantes et de financer des armes pour l'Ukraine, mais entre financer et le moment où ces armes, en particulier s'il s'agit d'avions, sont opérationnelles et peuvent renverser la situation, il y a évidemment un gouffre important. J'ajoute un petit détail symbolique qui me paraît important. Monsieur Zelensky est comme on l'a rappelé, un orateur, un ancien comédien. Il joue beaucoup dans l'ordre du symbolique. Il y a des petits messages en vidéo où il dit nous sommes prêts à mourir, nous allons distribuer des armes, nous allons résister jusqu'au dernier, nous gagnerons à la fin. Donc ce sont des messages extrêmement frappants pour déclencher l'émotion. Mais quand il veut discuter directement avec Poutine, ça supposerait que Vladimir Poutine reconnaisse comme un égal quelqu'un qu'il a traité de néo-nazi, drogué, sodomite, provoquant un génocide et opprimant son propre peuple. Je fais un résumé, mais je n'exagère pas sur les termes. Donc, il me semble que c'est un rapport d'égal à égal que Poutine ne devrait pas accepter. Et pour le moment, ça se fait par des voies plus traditionnelles à travers des intermédiaires. Finalement, Zelensky est un acteur qui joue bien son rôle, n'est-ce pas? On écoute justement Jens Stoltenberg, on revient sur sa réponse tout de suite. Les Alliés sont convenus que nous ne devrions pas avoir d'avions de l'OTAN opérant dans l'espace aérien ukrainien, ni de troupes de l'OTAN sur le territoire ukrainien. La Russie et l'Ukraine qui sont tombés d'accord donc sur des mesures en faveur de l'extraction des civils du territoire ciblé par les bombardements russes. Dans le même temps, les 27 ont accepté à l'unanimité d'accorder une protection temporaire dans l'Union européenne aux réfugiés fuyant le conflit en Ukraine.
Ce même régime, pour rappel, avait été institué en réponse au conflit en ex-Yougoslavie dans les années 90. Depuis, il n'a pas été réutilisé. D'ailleurs, il n'a pas été utilisé quand il s'agit de la crise migratoire donc générée par les conflits en Syrie, en Irak ou même au Yémen, ou au bord de la famine. On a très très peu entendu parler d'un corridor, voire jamais. Monsieur Abina, on n'a donc jamais entendu parler de couloir ou de corridor. Vous conviendrez avec moi que c'est une mobilisation louable de la part de l'Union européenne, mais surprenante. Surprenante, en vérité, oui, pour ceux qui ne sont pas avertis de ce qu'est l'Europe aujourd'hui, cette espèce de forteresse imprenable dans laquelle évidemment certains ont le droit d'entrer, d'autres pas. On a eu une manifestation d'un racisme extrêmement rare, d'ailleurs ça faisait bien longtemps qu'on n'a pas vu une telle expression raciste en Europe, qui consistait à dire que, et j'ai entendu ça sur une chaîne anglaise, les gens qui ont les yeux bleus et qui sont blonds, ça rappelle étrangement des discours néo-nazis ou nazis, devraient être accueillis sur notre territoire car nous avons des points communs sur un plan religieux, ce qui n'est pas tout à fait exact d'ailleurs, ce sont essentiellement des gens qui sont de culture et de tradition orthodoxe, donc c'est pas tout à fait la même religion que le catholicisme européen ou le protestantisme, mais surtout ils se sont trouvés un destin commun parce que la couleur de leurs cheveux, de leur peau ou de leurs yeux plus clairs serait une sorte de continuum historique, ethnique et européocentré. Un racisme décomplexé, n'est-ce pas ? C'est un racisme décomplexé qui s'est exprimé d'ailleurs en Pologne. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire récemment encore sur un autre média. En Pologne, tout de même, le pays de Auschwitz, c'est pas rien. Les Polonais ont fait le tri entre les hommes blancs, on va utiliser le terme adéquat puisque c'était en opposition aux hommes de couleur sombre, donc les Africains, les Noirs. Ils ont trié, ils ont mis les Africains dans des dépôts de marchandises, littéralement considérés comme des sous-hommes. Untermenschen, comme disaient les Allemands, et les hommes qui avaient le droit, donc les hommes et les femmes qui avaient le droit d'être des réfugiés considérés comme des êtres humains. Et on l'entend bien aussi dans les discours de certains intervenants, particulièrement dans la télévision française, où ils considèrent que, rendez-vous compte, c'est ce qui est dit d'ailleurs, ils sont comme nous et il y a des bombes chez eux et on ne peut pas accepter qu'ils soient pas considérés. J'ai même lu, je ne sais pas si ça s'est vérifié par la suite, que la SNCF mettait à disposition gratuitement, écoutez-moi bien, gratuitement, les trains de la SNCF pour recevoir des réfugiés qui reçoivent des ponts d'or pour arriver. Alors évidemment, on a bien compris que l'Afghan, le musulman, le Tchétchène, le Syrien, tous ces gens-là n'ont pas voix à la parole parce qu'ils ne sont pas considérés comme des gens qui rentreraient dans la logique occidentaliste des choses, à savoir racialiste et blanche. Et c'est vrai que là, quand on voit le traitement des uns et des autres, on s'interroge, on prétend qu'il y aura 1 million de réfugiés ukrainiens dans un pays qui n'est pas à feu et à sang. Rappelons quand même que les villes sont quand même debout. Alors que d'autres pays ont été rasés à 90% comme la Tchétchénie, mais c'est pas le même traitement, effectivement. Complètement. Et on l'a vu, l'OTAN, l'Union européenne, les 27 ou même l'Europe qui réagissent très rapidement. Et pourquoi cette rapidité dans l'action, que ce soit dans le côté humanitaire ou même militaire, d'après vous, Monsieur François Bernard Hugues ? Il y a d'abord évidemment la proximité géographique, il y a la peur exprimée par certains que le conflit ne gagne ensuite vers la Pologne ou la Roumanie, et il y a eu surtout cette incroyable mobilisation de l'opinion publique pour ces événements. Je veux dire, sur les chaînes de télévision françaises, on n'a pratiquement que ça, enfin les chaînes d'information en tout cas, 24 heures sur 24. Donc il y a eu une réaction énorme de l'opinion publique et en particulier de l'Union européenne qui a été marquée par cette cérémonie où Zelensky a demandé l'adhésion de son pays à l'Union européenne, où il a été accueilli de façon assez solennelle et émue. Donc il y a un enjeu symbolique là encore pour des Européens qui vivaient un petit peu, c'est vrai, sur un nuage dans l'idée que les seules opérations militaires auxquelles participeraient les troupes de leur pays seraient dans le cadre d'intervention de l'ONU, de l'OTAN ou de lutte contre des forces terroristes dans un pays allié, et qui redécouvrent une vraie guerre avec de vrais chars et de vrais avions qui se bombardent à quelques kilomètres, et avec en n'étant plus du tout dans la certitude
que des forces occidentales, comme c'était le cas au moment du Kosovo ou dans les deux guerres du Golfe ou en Libye, etc., l'emporteraient facilement du fait de leur supériorité technique. Donc, c'est plus du tout la même chose. Le tragique est revenu, la perspective de la guerre. Un couloir humanitaire donc, mais Monsieur François-Bernard Hugues, qui supervisera ce couloir humanitaire? Est-ce que ça sera des ONG, des organisations humanitaires, le CICR? Qui supervisera donc ces couloirs humanitaires? Alors là, on n'en est pas encore à ce stade-là. C'est probablement une des solutions que vous suggérez, puis ça se négociera entre les deux. Je pense que la Russie a priori une préférence pour la Croix-Rouge plutôt que pour des ONG dont certaines pourraient lui être politiquement suspectes. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui devrait s'organiser, mais qui ne pose pas d'enjeux politiques fondamentaux et sur lesquels donc on devrait arriver à un accord. Messieurs François-Bernard Hugues et Gamal Abina, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur cette déclaration du président français. L'OTAN qui par le passé a été jugée par le président français en état de mort cérébrale. Des déclarations tenues dans un entretien publié jeudi 7 novembre 2021 pour le journal britannique The Economist. Pour beaucoup d'observateurs, il semblerait qu'on ait oublié que cette alliance est avant tout militaire et non sécuritaire. Qu'en pensez-vous, monsieur Abina ? C'est avant tout au départ, il faut revenir sur l'historique de sa création en 1949, c'est avant tout une alliance défensive. Ça, c'est ce qui était affiché sur le tableau en vérité, mais une alliance défensive qui s'est très rapidement mutée en posture offensive. Alors évidemment, face au pacte de Varsovie, qui était donc le bloc soviétique avec les commandements unifiés par l'URSS, il fallait un grand bloc occidental qui, dans un bloc interarmé dirigé essentiellement par les Américains, vainqueurs à l'ouest de la Seconde Guerre mondiale. J'ai dit bien à l'ouest parce qu'ils n'ont pas gagné la guerre, c'est les Russes qui l'ont gagné. Il ne faut jamais oublier que les Américains n'ont eu que 20% de forces nazies en phase 2 quand les Russes ont eu 80% des forces. Et donc, ces vainqueurs se sont positionnés très rapidement, ont pu asseoir leur puissance militaire parce que la bombe atomique a fait la différence et a stoppé les Russes qui s'apprêtaient à envahir le Japon. C'est pourquoi on a lancé 2 bombes atomiques sur des civils. C'est uniquement pour stopper les Russes et non pas pour arrêter la guerre. Les Japonais avaient perdu la guerre. Et donc oui, cette puissance militaire très importante qui est aux portes de la Russie, qui n'a pas cessé de s'étendre de 99 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu plusieurs vagues d'extension, 99, 2004, 2007. Bref, les Russes ont bien compris qu'on se moquait d'eux et que les amis russes d'hier, on avait considéré que les Russes n'étaient plus des ennemis, sont redevenus des ennemis. Donc on a créé effectivement cette tension, on a créé cette espèce d'offensive généralisée anti-russe. Aujourd'hui, ça flirte presque avec le racisme. D'ailleurs, j'aimerais pour cela vous dire juste une chose qui me tient très à cœur, parce que j'ai travaillé pendant quelques années avec vos confrères de RT France, qui viennent d'être proprement censurés de la façon la plus vile qui soit. Du jour au lendemain, on a mis pratiquement 200 journalistes, techniciens et autres producteurs, dont beaucoup de gens qui étaient mes amis, à la rue. On les a mis hors service parce qu'on considérait que c'était un média de propagande, alors que ces journalistes de formation française faisaient un travail quand même relativement objectif. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir au mouton, donc cette censure est une des armes utilisées par l'Occident, parce que effectivement, l'OTAN, tout comme d'ailleurs les sanctions économiques qui vont pas vraiment leur profiter, mais l'OTAN ne peut pas intervenir. Il ne peut pas intervenir parce que la provocation, ça fait 8 ans que ça dure avec le Donbass, a vraiment irrité Vladimir Poutine, qui ne laissera pas passer la moindre intervention et qui a prévenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le risque nucléaire est plutôt écarté, je ne crois pas du tout à une conflagration, mais le risque d'une confrontation de type conventionnel, si jamais il devait intervenir, serait largement en faveur des Russes qui ont vraiment développé des capacités offensives très conséquentes. Donc, jusqu'à présent, c'est l'OTAN qui était offensif, alors qu'il était en posture défensive. On l'a vu avec la Libye, on l'a vu avec la Syrie, on l'a vu intervenir un peu partout et créer quand même des chaos. Il faut se rappeler quand même ce qu'était la Libye avant l'intervention de l'OTAN. Et aujourd'hui, l'OTAN se retrouve neutralisée. Et leur échec aujourd'hui est consommé. C'est la raison pour laquelle même la déclaration qui a été faite de la part d'un des hauts responsables de l'OTAN, de dire que nous n'interviendrons pas sur le ciel ukrainien, est une démonstration de faiblesse qui est actée. J'ouvre juste une parenthèse avec vous, monsieur Gamal Abina, en parlant de RT. Est-ce que RT fait vraiment peur à l'Occident, malgré l'armada de médias que l'Occident a entre les mains ?
Alors, si vous observez bien ce qui se passe, tout le monde aujourd'hui a une caméra sur soi, un téléphone, un smartphone qui est en mesure de pouvoir filmer n'importe quel incident, un chat perché sur un arbre. C'est vous dire des bombardements. Et il se trouve qu'on a très peu d'images de bombardements de villes. Il y a des bombardements sur les objectifs militaires, mais pas tellement sur les villes, quasiment pas, sauf parfois quelques accidents qui arrivent, le collatéral cher aux Américains qui ont rasé 90% de l'Irak aussi. Mais RT était un soft power de la part de M. Poutine, effectivement, qui finançait à 100%. Je prends l'exemple juste de RT France, qui était financé à 100 millions de dollars quand même. RT était un soft power parce qu'il donnait une lecture pas forcément objective. Il peut y avoir des subjectivités, mais quoi qu'il en soit, des deux camps. RT ouvrait la parole à des gens qu'on n'entendait nulle part ailleurs, et surtout RT pouvait, avec des correspondants sur place, montrer la réalité d'un conflit qui peut-être, par les médias de propagande, parce qu'ils existent aussi en France, a tendance à être déformé, exagéré de façon excessive. Je prends l'exemple, par exemple, ce matin, il y a eu un bombardement à proximité d'une centrale nucléaire. Eh bien, les médias français ont pris le raccourci de dire Poutine bombarde une centrale nucléaire, ce qui est complètement ridicule. Dans un pays qui, je crois, possède 18 centrales nucléaires, est-ce que les Russes seraient assez bêtes pour se contaminer eux-mêmes? Eh bien, les médias comme RT posaient problème parce que c'était une alternative à cette espèce de doxa qui est lancée généraliste, où on a un discours va-t-en-guerre assez inquiétant, d'ailleurs, au demeurant, de la part de ces analystes politiques. Je ne vais même pas revenir sur le cas d'un BHL qui est pathétique, mais en règle générale, la plupart ont des postures assez offensives, assez agressives, et que le côté RT figure pratiquement de modéré. Donc c'est vrai que le fait de le fermer dans des conditions infâmes, je veux dire en 4 jours, ça témoigne à la fois d'une inquiétude sur ce soft power qui fonctionnait, il y avait une adhésion importante à RT, et surtout du fait qu'on pouvait avoir un discours alternatif à cette espèce de discours va-t-en-guerre permanent qu'on entend sur les autres grandes chaînes d'information qui, je le rappelle, elles aussi sont payées par des oligarques français. Monsieur François Bernard Hug, on revient donc au sujet de l'OTAN avec vous. Pourquoi l'OTAN aujourd'hui est présente en force malgré les critiques dont elle fait l'objet, on le voyait tout à l'heure, par certains pays européens dont la France, considérée d'ailleurs comme une organisation budgétivore? Alors oui, c'est objectivement une organisation budgétivore. Pourquoi est-ce que l'OTAN est revenu au premier plan dans cette affaire? Parce que tout est parti de l'OTAN. Je veux dire, la stratégie de Poutine renvoie toujours, outre l'arrière-plan historique, l'Ukraine, versus la Russie, etc., à cette promesse verbale faite à Gorbatchev que les forces de l'OTAN, qui en principe n'avaient plus de raison d'exister après la chute de l'URSS, n'allaient pas s'installer, pointer leurs missiles en direction de la Russie. C'est l'argument souvent employé que la Russie ne pouvait pas tolérer d'avoir des missiles de l'OTAN aussi près qu'en Ukraine, à portée de Moscou, pas plus que les États-Unis n'auraient pu supporter de voir des missiles russes au Mexique, ou pas plus que Kennedy ne l'avait supporté à Cuba au moment de la crise des missiles. Donc, tout tourne autour de l'OTAN, autour de la menace que ça représente pour Poutine, oui, autour du fait que l'Ukraine voulait, comme un certain nombre d'autres pays de l'Est, rentrer prioritairement dans l'OTAN, qui était, je crois, dans leur croyance, dans leur perspective, une sorte de parapluie général qui garantissait qu'on n'avait plus de problème de puissance et qu'on allait vivre dans la paix perpétuelle. Oui. Tout ça n'est pas vrai. L'existence de l'OTAN n'est pas une garantie d'une paix, en tout cas en Occident. Même si, bien entendu, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, même si l'article 5 de la charte de l'OTAN ne s'applique pas, et même si les probabilités que l'Ukraine y rentre un jour me paraissent extraordinairement faibles. Alors, on est dans une situation tout à fait bizarre, puisque l'OTAN répond pour le moins prudemment. Les États-Unis aussi, d'ailleurs, Joe Biden a approuvé les sanctions, toutes sortes de mesures, mais n'a envisagé aucune action militaire, ce qui met l'Union européenne dans une situation
tout à fait bizarre, où elle est dans l'enthousiasme pour soutenir l'Ukraine, mais elle n'a pas derrière elle la force militaire de l'OTAN qui accepterait de rentrer dans un véritable conflit qui, pour dire les choses crûment, c'est-à-dire le moment où on commence à tuer des gens. C'est ça. Et à utiliser ses armées. Oui, et pas seulement envoyer des armes à une future guérilla ou guerre de résistance ukrainienne. Aujourd'hui, l'Europe donc qui est en véritable crise avec cette opération militaire russe en Ukraine sur le plan financier, humanitaire, tout le monde y met du sien, on l'a vu, alors que de leur côté, ils font face à une véritable crise énergétique et financière, des sanctions qui n'épargnent aucun domaine, y compris artistique. On a beaucoup parlé sur le Nord Stream 2 ces derniers jours d'ailleurs, mais le Nord Stream 1, on n'en parle pas du tout. Le Nord Stream 1 qui dessert toujours les pays d'Europe. Pourquoi n'a-t-il pas été touché par ces sanctions d'après vous, monsieur Gamal Abina ? Vous savez, cette histoire de sanctions, c'est un peu le ridicule le plus absolu. Ils ont démontré qu'ils ne pouvaient pas intervenir militairement, les Européens. Et ils ont démontré qu'ils ne peuvent même pas intégrer à l'OTAN l'Ukraine. De toute façon, ça aurait été une erreur considérable. Et ils démontrent aujourd'hui que leur train de sanctions, qu'ils avaient déjà appliqué en 2014, rappelons-le, a eu un effet contre-productif. D'abord, ça a renforcé les capacités russes à l'époque sur le blé, on s'en est pas rendu compte, et sur certaines technologies qu'ils ont développées, puisque sanctionnés, eh bien, ils se débrouillent. Et surtout, avec le Nord Stream 1 et 2, donc le 2 a coûté très cher. Enfin, le billet, c'est les Allemands qui payent le plus cher tribut. 55% des besoins énergétiques en gaz allemand étaient assurés, et toujours d'ailleurs assurés par la Russie. La Russie est un énorme producteur de gaz et de pétrole, il concourt à peu près à 10% des besoins mondiaux, et surtout on ne peut pas se passer de la Russie. Et je vais vous donner un exemple très concret, j'ai un ami qui travaille dans une banque en Suisse, pour laquelle il est probable que 50% des gens de cette banque suisse, alors c'est une banque d'affaires qui s'occupe des transactions, qui s'occupe de ce qu'on appelle les transactions rapidement d'échanges énergétiques par rapport à la Russie et le reste de l'Europe. Et bien cette banque qui est en grande difficulté doit à 50% de son portefeuille, c'était essentiellement constitué d'échanges avec la Russie. Et il se trouve qu'ils ont donc été coupés de 50% de leur clientèle et vont donc perdre 50%, probablement ou plus, de leurs employés. On a aussi l'exemple d'une banque suisse, enfin d'une structure suisse qui a coulé, c'est celle qui était, je crois, qui était attachée à la gestion de Nord Stream 2, d'accord ? Donc les conséquences sont directes. On voit bien que le pétrole s'est envolé hier à quasiment $120 sur les cotations les plus hautes du marché. Ça a légèrement reculé, mais en tous les cas, le baril est très haut. Que le gaz a été multiplié par 10, on arrive à des chiffres extraordinaires. Et extraordinaire à la mesure où même l'Algérie doit se frotter les mains aujourd'hui, et tant mieux, puisque quelque part, ça permet à renflouer quelques caisses de quelques pays qui étaient en difficulté, mais ces sanctions qui étaient destinées à affaiblir la Russie la renforcent. Elle n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Elle détient une réserve de change de $600 milliards, ce qui n'est pas rien. Elle détient des capacités de production de richesses internes qui sont considérables, et surtout, elle vient de développer une alliance avec la Chine qui se caractérise, qui concrétise par l'exportation vers la Chine avec un nouveau gazoduc de 50 milliards de mètres cubes. Donc vous imaginez un peu le volume traité. Les Russes, on a voulu les sanctionner, et c'est les Russes qui se retrouvent à être ceux qui sanctionnent indirectement et sans le vouloir. Donc ces sanctions n'étaient pas très intelligentes, mal pensées, c'est de la réaction pure, c'est une réaction pour endormir la population, enfin les populations en général, la communauté internationale, on va l'appeler en gros comme ça, mais ces sanctions n'ont aucun effet concrètement sur la Russie, qui peut résister tranquillement 17 mois sans aucune difficulté, grâce aux réserves de change constituées et grâce à ces accords qu'elle a fait avec la partie est du monde qu'on a oublié, qui est quand même la plus importante, à savoir l'ex-bloc de l'Est. Et François Bernard Hugues, est-ce que vous souhaiteriez peut-être réagir par rapport à ce Nord Stream 2 qui est la cible de sanctions, et Nord Stream 1, tout le monde en profite, on fait comme si de rien n'était? Oui, la réponse c'est l'Allemagne, bien entendu. Je veux dire, tout dépend de la situation de l'Allemagne qui, comme vous l'avez dit très justement, est largement dépendante du gaz russe et qui n'envisage pas la crise énergétique que ça provoquerait. Alors, les sanctions économiques, on a essayé sur l'Iran, on a essayé sur Cuba, on a essayé sur la Corée du Nord, ça n'a jamais réussi, du moins jamais réussi au point de provoquer l'effondrement d'un régime ou de le faire céder politiquement. Là, on est rentré dans un jeu extraordinairement compliqué où on va jouer sur les transactions financières, on va jouer sur l'approvisionnement et le prix de l'énergie, du gaz, du blé, de certains métaux rares, etc. Ce qui veut dire que les Européens aussi
vont en souffrir. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit dans sa déclaration de l'autre soir, qu'il y aurait des conséquences pour la vie quotidienne des Français, ce dont personne ne doute. Donc là, on va rentrer dans une autre logique qui sera celle de quelles sont les conséquences psychologiques et politiques sur des populations qui vont souffrir dans leur vie quotidienne et qui n'ont peut-être pas pris la même habitude de subir des sanctions. La Russie en subit depuis 2014 et d'en subir les inconvénients dans sa vie quotidienne. Là, on vient de déclencher un processus à long terme, sans compter que il y a évidemment, comme l'a dit notre ami, un acteur énorme dans cette affaire, qui est la Chine. Tout ça se produit au moment où Joe Biden voulait réorienter complètement la stratégie américaine pour la compétition ou l'affrontement avec la Chine. Oui. Il est en train de découvrir qu'il y a un autre flanc où il ne veut pas s'engager trop ni trop engager l'OTAN, et qu'en même temps, il y a des possibilités d'alliances, disons, non occidentales qui naissent avec la Chine, mais on pourrait aussi rappeler la liste de tous ceux qui sont abstenus de condamner la Chine, dont l'Inde, dont les Émirats arabes unis. Voilà, beaucoup de pays africains. Je veux dire, le mondial n'est pas occidental, ça je crois qu'il faut en être bien conscient. Et autre victime donc de ce conflit russo-ukrainien, une région bien précise, l'Afrique du Nord. Une véritable crise de blé touche la région, l'Ukraine et la Russie étant les deux premiers exportateurs de cette denrée précieuse. Des pays comme la Tunisie ou encore l'Égypte, qui compte à plus de 70% d'importation de blé sur l'Ukraine, mais aussi sur la Russie, vont se retrouver durement pénalisés. D'ailleurs, des dispositions commencent à être prises en Tunisie, comme la diminution de la consommation de pâtes. D'après vous, Monsieur Gamal Abina, quel impact sur la région sur le long terme concernant cette crise de blé? Sur la région MENA et en règle générale dans le monde, la crise du blé, alors il faut quand même remettre un peu les choses en perspective. L'Ukraine, traditionnellement, a toujours été ce qu'on appelait le grenier à blé de l'Europe. C'est un peu une sorte de Soudan africain qui assurait effectivement l'alimentation en blé de l'Europe. On se souvient de la Seconde Guerre mondiale, où c'est les Ukrainiens, d'ailleurs, sous l'Empire soviétique, qui fournissaient le blé aux nazis avant qu'ils ne se fassent attaquer, pour les mêmes raisons. Les nazis voulaient récupérer les terres arables pour pouvoir effectivement garantir leur autosuffisance, parce qu'ils avaient une très mauvaise... il y a eu un rapport très difficile à une époque où ils ont été sous embargo total, et il y a eu 1 million de morts en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Oui. Donc c'est vous dire un peu l'importance du blé ukrainien. Mais pas seulement, le blé russe est important aussi, c'est un pays qui est autosuffisant, qui exportait largement son blé. Aujourd'hui, ces deux grandes puissances de production de blé, qui sont des véritables greniers pour le monde, c'est pas rien, ces deux grandes puissances se retrouvent quasiment dans le blocage total de l'exportation. Et quand bien même il y aurait une exportation de blé, alors on parle maintenant de l'Afrique du Nord, ce qui nous intéresse en particulier, particulièrement la Tunisie, qui est déjà fragilisée économiquement, puisqu'elle subissait déjà une crise avant le Covid, et puis l'Égypte, évidemment, qui est un pays qui a commis l'erreur, qui est une tradition anglaise, de faire de la monoproduction. Ils étaient essentiellement basés surtout sur le coton, donc ça vous donne un petit peu, on ne mange pas de coton, évidemment, on l'exporte. Eh bien, ces deux pays-là sont durablement impactés. L'Algérie aussi dépend pour 30 ou 40% de ses moyens, de ses besoins alimentaires, et beaucoup dans le blé, et le blé dur particulièrement. Mais l'Algérie a de l'argent. L'Algérie s'est très, très enrichie, donc elle n'a pas trop ce problème. La Tunisie n'a pas d'argent, évidemment, le blé va exploser sur les cotations internationales, qui sont d'ailleurs même pas faites en Europe, c'est coté à Chicago, malheureusement. Et donc, le blé, denrée rare, et le principe de l'offre et de la demande, c'est que moins il y a d'offres, plus ça coûte cher, et plus il y a d'offres, plus le prix baisse. En l'occurrence, comme il y a moins d'offres, le blé va s'envoler. Donc, ce qui va coûter cher, c'est pas tellement la disponibilité en blé, c'est le prix du blé qui va augmenter de façon radicale et extrêmement ça va être très difficile pour des pays importateurs de pouvoir faire face à leur facture d'importation, surtout ceux qui sont fragiles. Donc oui, le blé est un problème. C'est un problème d'ailleurs, c'est une denrée vitale. C'est vraiment le produit de base de l'alimentation qui, une fois qu'il est impacté, aura des conséquences. Mais j'aimerais ajouter une chose importante par rapport à ça. J'ai envie de dire que la Russie a bon dos aujourd'hui avec cette crise de l'Ukraine, parce qu'on a quand même eu derrière nous 2 ans de Covid, donc une crise déjà annoncée. Et il se trouve que la Russie est une sorte de
barrage comme ça de feu qui nous masque la réalité, c'est que la crise était déjà installée et devait s'amplifier. Et pour donner un exemple très concret, depuis 2 mois en France et en Europe, on a une augmentation des prix considérable, on a une inflation de 5 à 6% Oui. qui va traduire effectivement une fragilisation des plus pauvres en Europe en général, puisque le pouvoir d'achat va baisser en conséquence. Monsieur François Bernard Hugues, je reviens vers vous donc pour parler de cette crise du blé. D'après vous, est-ce qu'on va aller vers un gel, un blocage des exports de blé ou plutôt vers une flambée des prix tout simplement? Je suis tenté de répondre par la seconde alternative, d'autant plus que nous sommes dans une période où la question de l'inflation se pose aux économies occidentales. Elle se pose en France, c'est une grande crainte des économistes que l'après-Covid et le quoi qu'il en coûte, où on a distribué des fonds publics et en créant de la dette pour maintenir le système, ne tourne effectivement à une inflation importante qui provoquerait toutes sortes de conséquences dont des mouvements sociaux. La question de l'inflation va également se poser aux États-Unis, où elle préoccupe beaucoup Biden dans la perspective des élections du midterm, par exemple. Oui, c'est certainement un des problèmes économiques majeurs qui va suivre cette période d'endettement sans limite et de déficit sans fin. Monsieur Abina, dernière question avant de clôturer, avant de conclure l'émission. Y aura-t-il de nouvelles sanctions économiques contre la Russie après la chute de 40% de la monnaie en Russie, justement? Déjà, 40% de chute pour une monnaie dans un pays qui serait supposément sanctionné par la communauté internationale, je traduis Angleterre, France, États-Unis, un classique. Non, ça c'est pas très sérieux. Évidemment que le rouble a été impacté, mais à la limite le rouble c'est très à la marge, c'est pas le plus important. Il y aura en Russie une paupérisation légère de la population, mais l'État russe, qui a une tradition quand même, faut s'en souvenir quand même, très soviétique, donc très socialisante, va certainement subventionner parce qu'ils ont les moyens de le faire. Alors que la sanction, c'est une sorte d'arme à double tranchant, puisque finalement, ceux qui sanctionnent sont les premiers sanctionnés. Je veux dire, l'Allemagne, qui a toujours été dépendante des besoins énergétiques, elle apporte toute son énergie quasiment à part le charbon, l'Allemagne est sanctionnée durablement. Son économie va être impactée parce que l'énergie, c'est le cœur de sa production de richesse industrielle, donc elle n'a plus les moyens de faire face. La France, qui est déjà, c'est bien de l'avoir rappelé à l'instant, notre intervenant l'a rappelé, la France a ouvert le porte-monnaie comme jamais, puisqu'en fin de compte, elle s'est endettée dans des proportions abyssales, 2700 milliards de dollars de dette publique aujourd'hui, donc le pays est plus que surendetté, on a 120% de dette. Et donc, l'idée de se dire, est-ce que les sanctions vont impacter la Russie? Je ne crois pas en cela. La Russie est un pays producteur de gaz et de pétrole, donc d'emblée, un pays qu'on appelle rentier. Donc la rente qui a augmenté de façon extraordinaire donne vraiment à penser. Est-ce que ces sanctions étaient destinées à fragiliser la Russie ou à la renforcer? Je pense que les sanctions économiques étaient juste la démonstration, et je l'ai déjà dit, du fait qu'ils n'avaient pas d'autres moyens, qu'il fallait symboliquement donner l'impression qu'on était opposé à cela. Et ils ont utilisé 2 trains de sanctions. La sanction du média russe RT qui a été interdite partout et la sanction économique qui leur coûte très cher en vérité, mais ça ne le diront pas parce qu'évidemment on ne peut pas dire à la population nous sanctionnons les Russes, vous allez avoir l'inflation. Merci Monsieur Gamal Abina et merci Monsieur François Bernard Hugues. Vous m'avez accompagné, messieurs, durant cette édition spéciale qui touche à sa fin à présent. Et voilà, donc c'est la fin de cette émission. Conflit russo-ukrainien, statu quo au 9e jour de l'opération militaire. Retrouvez Leïla Gertal pour l'édition spéciale de demain à 18h. Tout de suite, le journal télévisé en langue française sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.